Chers amis, chers adhérents, bonsoir. Merci d'être encore fidèles aux vidéos que je publie régulièrement pour non pas attirer votre attention sur les sujets d'actualité ou les sujets de fond, mais bien pour essayer avec vous de réfléchir sur ce qui nous arrive et surtout de réfléchir à bon escient pour préparer le futur. Aujourd'hui, c'est une émission avec une tonalité particulière parce que c'est un 18 juin. C'est le 18 juin, qui est devenu non plus une simple célébration, mais presque un rituel. Un rituel, même plus français, mais à stricto sensu républicain, où la plupart des élites, depuis les petits villages jusqu'aux grandes agglomérations, et tous les représentants de l'État confondus, se réunissent, mettent leur grand complet, blanc, noir et j'en passe, et annonnent ou écoutent des discours portant sur le 18 juin et ce qui est censé le mieux incarner l'esprit du 18 juin, c'est-à-dire la résistance. Vous avez actuellement en France des élites, aujourd'hui, le 18 juin, qui se sont réunies pour commémorer l'esprit de résistance. Je, je, je réitère mon propos pour bien que vous compreniez l'absurdité dans laquelle nous vivons. Absurdé, il n'y a pas de sens à ce qui nous arrive, il n'y a pas de signification. La plupart des personnes qui se joignent à cette célébration, en fait à ce rituel, qui est en train d'être vidé de sa substance, vidé de son sens, donc il n'a plus de signification, comme d'ailleurs la Ve République, comme je disais là, il y a quelques jours, a été vidée de sa substance, n'a plus de signification. Le 18 juin n'échappe pas en fait à cette analyse. Pourquoi? Eh bien parce que si l'on se reprojette dans le contexte de l'époque, de ce 18 juin, qui est en fait un 22 juin, historiquement parlant, le 18 juin ayant été enregistré, il y a eu un deuxième enregistrement ensuite du 22 juin, parce que Churchill avait parlé le 18 en fait, donc c'est pas vraiment un appel du 18, c'est un appel du 22 en fait, sauf erreur de ma part. Eh bien cet appel en fait, c'est l'appel d'un homme, général de brigade temporaire, euh, qui avait décidé de ne pas accepter qu'un envahisseur, ici les nazis, nous impose un armistice. Alors ce n'était pas une reddition sans condition, bien sûr, n'avions pas été totalement écrasés comme le serait la Pologne et d'autres pays de l'Est, bien sûr, mais c'était malgré tout un armistice, c'est-à-dire un arrêt des combats. Charles de Gaulle estimait que la France, il en était de son honneur de ne pas arrêter les combats contre des envahisseurs qui avaient décrété qu'ils devaient en fait nous soumettre. Je dis bien nous soumettre, parce que les conditions qui avaient été négociées par Vichy, même si initialement c'était des conditions qui pouvaient sembler, euh, on va dire, correctes pour l'ensemble du peuple français, eh bien, ces conditions, excusez-moi, ces conditions, en fait, étaient ni plus ni moins les conditions d'une soumission qui allait ensuite s'accélérer 3 ans plus tard, en 42, enfin 42 ans plus tard, pardon, en 42, quand les Allemands décideraient eh bien, de totalement contrôler, en fait, la France. Bref. Cet esprit de résistance a été donc vidé de sa substance. Il est aujourd'hui galvaudé, mais je pense qu'il serait salutaire en cette année 2022, qui est la veille aujourd'hui donc de l'élection, du deuxième tour, qui, comme on en a parlé la semaine dernière, est un deuxième tour qui ne va rien apporter de plus, si ce n'est des confirmations par rapport à l'état de déliquescence de notre pays et aussi en fait à des vérités que beaucoup de Français ne veulent pas voir. Si nous pouvons passer quelques dizaines de minutes ensemble, efficaces, euh, passons-les au moins à se dire honnêtement les choses pour préparer des lendemains. Et j'espère qu'ils chanteront, même si actuellement nous sommes en l'an de disgrâce 2022, si vous voyez ce que je veux dire.
Euh, L'esprit de résistance, c'était un esprit qui disait non à des velléités de contrôle, de domination, de soumission de l'Allemagne nazie, de l'Allemagne, bref, avec une idéologie nazie à l'époque, et qui avait décidé que la France serait, on va dire, une de ses colonies dans le grand empire allemand, le Reich, que voulait constituer l'Allemagne nazie à l'époque. Bon, De Gaulle, courageusement, s'est opposé à tout cela. Il est parti avec son grade de général de brigade temporaire, 100 000 francs de l'époque, remis par Paul Reynaud. Il a pris son avion, a fait quelques allers-retours entre Bordeaux et Londres pour bien observer et voir en fait le déroulement funeste des événements qui allaient conduire à cet armistice, puis tout d'abord à la cessation des combats, puis à cet armistice, puis cette sorte de paix négociée avec Vichy. Il l'a refusé et au début, il était seul. Donc la résistance, elle commence par une forme de solitude. Il était tout seul. Les quelques compagnons de la libération qui l'ont suivi au début, parlons par exemple des marins de l'île de Saint ou d'autres, n'étaient que quelques dizaines, quelques centaines au tout début d'un pays qui, je le rappelle, comptait 40 millions d'âmes en 1940. Si on en parle ce soir et qu'on en fait et qu'on établit un parallèle avec cette époque, c'est que il peut sembler avec du recul assez facile de se positionner à l'époque comme un résistant à quelque chose, un résistant à un ennemi, parce que l'Allemagne était toute désignée comme étant un ennemi. Donc il était assez simple de se dire contre qui je me bats, contre quoi je me bats. L'Allemagne nazie, c'est très clair. Et pourtant, malgré cette clarté, beaucoup de Français, déjà à l'époque, avaient décidé de ne pas se battre, d'accepter les conditions de l'armistice, d'accepter à la très grande majorité, à plus de 90%, les Français acceptaient le régime de Vichy et la légitimité comme la légalité du régime de Vichy, et donc avaient accepté cet état de soumission, partielle au début en 40 et totale à partir de 42. Donc même à l'époque, alors qu'un ennemi était désigné, il y a eu plus de 100 000 morts dans les rangs français durant la bataille de France, qu'on aurait pu non pas gagner, mais qu'on aurait pu en tout cas maintenir, stabiliser si le commandement et les politiques derrière avaient été solidaires et étaient engagés dans une vraie bataille. Bref, on n'est pas là pour revenir sur l'histoire, on est simplement là pour essayer d'établir des parallèles avec le présent. Eh bien, malgré tout ça, beaucoup de Français ont refusé de résister, ont refusé de se battre. Donc De Gaulle, lui, n'a pas refusé de se battre, il a incarné cet esprit de résistance. D'autres également ont commencé très tôt. L'appel du 18, enfin du 22 juin 1940, je lisais encore aujourd'hui que euh, euh, le dénommé Guingouin, donc de Limoges, du maquis du Limousin, avait diligenté ses premiers actes de résistance réels. Le premier maquis de France, c'était le 25 juillet 1940, c'est-à-dire quelques semaines après l'appel. Donc à l'époque, c'était difficile il était moins difficile, pardon, qu'aujourd'hui de définir qui était l'ennemi. Aujourd'hui, vous pourriez me dire, Alexandre, qui est l'ennemi? Contre qui on se bat? Contre quoi on se bat? Et est-ce qu'on doit se battre? S'agit-il d'une guerre? Autant de questions qui neutralisent ou qui stérilisent l'action. Parce que si vous voulez demain agir, et non plus simplement que spéculer, que réfléchir à votre état de soumission, à votre état de vassal d'un empire, quel qu'il soit. Il y avait le Troisième Reich en 40 qui arrivait, et depuis, ça a été l'Empire américain, bref, qui a pris le contrôle. Parce que notre victoire en 45 est une illusion de victoire. De Gaulle, dans, dans une forme de génie, a réussi à nous faire croire, et à faire croire à tous les Français que nous avions gagné. Non, nous n'avons pas gagné. C'est les Américains et les Russes qui ont gagné, sans quoi nous serions toujours allemands, et nous parlerions allemand.
Bon, maintenant, on parle d'autres langues allogènes sur le territoire français, mais c'est un autre débat. Bref. Donc, De Gaulle incarne cette résistance. Tout le monde se dit toujours gaulliste, à tout le moins gaulien, et, et se fait un honneur de participer à toutes ces cérémonies du 18 juin. Parfait. Mais toutes ces personnes qui y participent, à quoi résistent-elles? Si elles voulaient demain incarner un esprit de résistance, à quoi résistent-elles? Nous vivons dans un pays totalement soumis. Le dernier président, encore une fois, qui avait essayé, avec ses moyens de l'époque et sa volonté de contrecarrer l'influence américaine et le contrôle de l'Empire américain sur son vassal français, c'était encore une fois De Gaulle. Mais une fois qu'il est parti, tous les présidents, je dis bien tous les présidents, avec des nuances différentes et un volontarisme différent, matiné d'idéologies différentes, tous se sont couchés par rapport aux intérêts américains et par rapport aux demandes américaines. Tous. Donc nous sommes soumis depuis au moins 1969. En tout cas, une soumission totale. Voilà. Donc c'est à ça que nous sommes destinés. Cette soumission nous met dans une situation de dislocation que tous les généraux ont dénoncé dans des lettres, différentes choses, et que vous pouvez voir tous les jours dans l'actualité. Beaucoup de personnes parmi vous qui observent, qui écoutent ce que je vous dis, ne sont pas forcément encore acquis aux thèses de la guerre. De la guerre, de l'État profond contre l'État-nation. D'un État profond qui utilise l'influence de l'Empire américain pour placer ses pions et faire que le vassal politique, géopolitique français soit demain un vassal économique, dans le nouveau paradigme du totalitarisme économique et financier qui est en train d'arriver. La fameuse démocrature, dont parle encore une fois ces derniers jours aussi André Berkoff et d'autres. La guerre existe, elle est là, elle est différente de cette guerre mécanique, de cette guerre terrestre, de cette guerre aérienne dont parlait De Gaulle justement dans son allocution, dans son discours du 18 juin 1940. Elle a changé de forme, elle a changé de voile, d'apparence. Et c'est pour ça qu'il est plus difficile pour nous aujourd'hui de nommer l'ennemi. S'il y a une guerre, je postule que c'est une guerre de l'État profond contre l'État-nation. S'il y a une guerre, et c'est une réalité selon moi, qui est l'ennemi? Eh bien, allez dans un dictionnaire, consultez un dictionnaire, tout simplement, et allez voir la définition d'ennemi. Ennemi, c'est ni plus ni moins qu'une personne ou qu'une puissance qui cherche à vous nuire, établir des nuisances qui peuvent prendre des noms différents, allant de l'ingérence, de l'influence, du sabotage, de la subversion, jusqu'à l'invasion. Il cherche à vous nuire, à diminuer en fait l'éclat, le rayonnement, la puissance et même, pourquoi pas un jour, l'existence même d'une nation. Voilà ce qu'est un ennemi. Et tous les ennemis, aussi puissants soient-ils, ont leurs collaborateurs, ont leurs capots, ont leurs amis, qui sont pour nous des traîtres. Ce sont des traîtres dès lors qu'ils appartiennent à notre nation et font tout le nécessaire de façon très servile pour servir leur maître, qui n'est pas le peuple français, ce n'est plus leur maître, c'est une puissance étrangère, publique et ou privée, donc ce sont des traîtres, et ces traîtres aident des ennemis qui ne veulent pas votre bien, ils ne veulent pas votre bonheur, ils s'occupent de leur propre peuple, ils s'occupent de leurs propres intérêts. Aurons-nous, notre génération, plus de force, plus d'entrain, plus de combativité que l'ont eu nos anciens en 40-45, en 39-45? Est-ce qu'on aura plus de combativité et de force? Vous allez me dire, Alexandre, ok, admettons que la guerre existe. C'est une guerre hybride que l'on vit. Une guerre matinée de finances,
de politique, de géopolitique, de diplomatie, mais également d'assassinats ciblés, de contrôle économique, de sabotage, de subversion des esprits, bref, une guerre hybride, une guerre moderne. Très bien. Cette guerre vaut-elle la peine d'être diligentée? Avez-vous envie de combattre? Avez-vous envie simplement de vous battre pour protéger qui vous êtes? Ou avez-vous déjà décidé d'être des citoyens du monde, c'est-à-dire de gober ce mensonge absolu qui consiste à dire vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas sri-lankais, vous n'êtes pas américain, vous êtes citoyen du monde? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe que pour les ultra riches, qui eux sont des vrais citoyens du monde et qui eux peuvent se déplacer tout le temps. Et donc c'est une ultra minorité. 99% des peuples de la Terre ne sont pas des citoyens du monde. Ce sont des nationaux. Voilà. Des Sri-Lankais, des Gabonais, des Français, des Américains, et j'en passe, qui ont donc leurs propres intérêts sur un territoire défini. Donc, toutes les personnes qui décident d'être citoyens du monde, si vous faites partie de ces ultra-riches, c'est tout à fait cohérent. Si vous n'en faites pas partie, vous êtes des idiots utiles de tout un système qui est en train de miner notre pays et qui est en train de miner le seul exutoire que vous allez avoir bientôt, qui est votre pays, votre terre. Pour revenir à la guerre, qui aujourd'hui pourrait définir ce qu'il est capable de faire pour son pays? Nous sommes un pays vieillissant. Nous sommes un pays ramolli. Vieillissant, la pyramide des âges nous est défavorable et la plupart de nos forces vives, citoyens du monde, sont partis gagner prospérité de partout, parce que la France ne leur apportait plus ça, parce que la France a été sabotée industriellement, économiquement, pour ne plus permettre de donner du job à nos meilleurs cerveaux et ou nos personnes les plus compétentes et valeureuses. Ça peut partir de l'artisanat, du soudeur et du boulanger jusqu'au technicien ou voire à l'ingénieur spatial. Donc toutes ces personnes sont parties. Donc nous n'avons plus de force vive sur notre territoire. Nous sommes vieillissants. Nous sommes progressivement en plus submergés par des immigrations qui ne sont pas contrôlées par l'État français volontairement et qui mettent d'ailleurs la plupart des générations d'anciens migrants, dont je fais partie il y a très longtemps, et de nouveaux migrants dans des situations très délicates où nous faisons face à des comportements qui ne sont même plus dans la loi et qui sont en train de nous faire replonger dans une forme de barbarie, mais barbarie à laquelle on ne peut pas faire face, vu que la pyramide est vieillissante. Et si on voulait y faire face, car on a encore l'âge d'y faire face, il y a tout un système judiciaire qui est formé, idéologisé, pour empêcher les Français qui le souhaitent, hommes ou femmes, eh bien, de prendre l'ascendant sur leur propre territoire avec toute la légitimité qui leur revient en tant que peuple détenteur de droit sur ce territoire. Donc le droit aussi a été utilisé contre nous, et il l'est toujours. Le droit des nationaux est parfois inférieur au droit donc de populations venant de l'étranger et bénéficiant de droits supérieurs aux droits français, Cour européenne des droits de l'homme, ONU et j'en passe. Voilà. Donc, compétences absentes, pyramide vieillissante et surtout société ramollie. Nous n'avons plus de service militaire qui a été suspendu depuis 1996. Merci Chirac, une des plus grosses conneries de sa carrière politique. Il y en a eu d'autres, mais une belle connerie. Ce pseudo-gaulliste. Donc, service militaire suspendu, qui n'a pas permis en fait de créer, d'apporter ce moteur puissant d'assimilation à tous les Français, quels que soient leurs horizons, leurs origines, différentes choses. On a cru d'ailleurs à tort que la professionnalisation allait apporter cette assimilation de tous. Non. Et on se rend compte que malgré tout son savoir-faire, toute son expérience, toutes ses traditions, les forces armées sont pieds et poings liés depuis 1998 avec les lois Guigou qui leur empêchent véritablement de créer un authentique esprit de corps. Pourquoi? Eh bien parce que
l'idéologie des droits de l'homme, le droit de l'hommisme, est arrivée jusque dans les casernes et dans les bases. Et c'était un droit consacré que de respecter en fait, eh bien, comment dire, la priorité était mise sur l'individualisme, qui est contraire en fait au principe des forces armées, qui repose en fait sur un principe collectif. On ne peut pas aller au feu, on ne peut pas diligenter une guerre si on n'a pas d'abord effacé un tant soit peu son individualité pour justement aller vers quelque chose de collectif. Bref, donc, pyramide vieillissante, force vive à l'étranger, ramollissement de nos velléités, de nos volontés. Et derrière tout ça, nos propres lâchetés, notre propre renoncement. Pourquoi? Parce que beaucoup de Français sont dans une situation de soumission à tout ce qui se passe. Alors, ils appellent ça l'obéissance. L'obéissance à la loi, l'obéissance à la justice, l'obéissance à tout ça. Très bien. Mais il y a un moment où l'obéissance devient en fait de la lâcheté. Et cette frontière, elle est très simple. C'est quand la loi devient injuste et elle devient illégitime. Et à ce moment-là, si vous continuez à bêtement appliquer la loi, servilement appliquer la loi qui devient totalement injuste par rapport aux intérêts de votre pays, aux intérêts des générations qui vont vous suivre, bref, après moi le déluge, ça devient de la lâcheté. Aujourd'hui, je vous poserai une question simple. Qu'êtes-vous prêt à faire? Qu'êtes-vous prêt à perdre pour quelque chose qui vous dépasse? La grande histoire, vous avez vécu une petite histoire jusque-là. Depuis 45 à jusqu'à un jour, une petite histoire. La grande histoire va recommencer. Nous allons rentrer de nouveau dans un cycle où le vent de l'histoire va souffler de façon puissante. Et il faut vous y préparer. Alors d'ores et déjà, préparez-vous-y à ce vent de l'histoire en vous disant, je suis un lâche, je ne veux pas y participer, je reste chez moi et j'attends que ça passe. Très bien. Au moins, vous serez cohérent avec ce que vous souhaitiez faire. Mais si vous avez l'envie, le cœur, l'esprit de résister, comme jadis De Gaulle un 18 juin, l'esprit de la résistance, la flamme de la résistance qui ne doit pas s'éteindre, demandez-vous simplement jusqu'où vous êtes prêt à aller. Êtes-vous prêt à sacrifier votre honneur? Enfin, l'honneur que vous donnerez à certaines personnes et un honneur que vous gagneriez à faire certaines choses, à vous défendre justement. Car vous seriez frappé de déshonneur au début, mais ce déshonneur deviendrait le plus grand déshonneur plus tard, à la seule condition que vous soyez vainqueur, que l'on soit vainqueur. Quand De Gaulle a été condamné par contumace à mort à 2 reprises par le régime de Vichy, c'était le plus grand des déshonneurs qui s'abattait sur ce général. Et pourtant, il fut le grand libérateur en 1945. Et il fut la grande figure tutélaire en 1958 qui sauva encore une fois la France et la fit rentrer dans la Ve République, qui aujourd'hui, Ve République, qui agonise sous nos yeux et qui sera morte demain, 19 juin. Elle va mourir. Donc, préparons-nous dans les semaines, les mois à venir, à une dégradation qui peut être lente ou qui peut être violente dans notre pays en disant qu'est-ce que je suis capable de faire pour mes enfants? Si je suis jeune, qu'est-ce que je suis capable de faire pour l'autre qui est en face de moi? Est-ce que je pourrais me regarder dans une glace? Certains le peuvent. Certains peuvent encore se regarder dans des glaces alors qu'ils ont tourné le dos au principe de liberté depuis 2 ans, au principe de solidarité, en acclamant des soignants et ensuite en leur crachant dessus, en leur disant que c'est indigne qu'ils ne se vaccinent pas. Liberté, solidarité, ils ont tourné le dos au principe de souveraineté. Ils préfèrent en fait avoir une sécurité alimentaire plutôt que d'être libres et souverains. Donc ils ont tourné le dos à tout ça. Donc beaucoup de personnes peuvent encore se regarder dans une glace parce que nous sommes dans un système mou, un système en fait qui n'accuse pas ces personnes, un système qui ne jette pas l'eau propre sur ces personnes. Mais ça pourrait changer.
Parce que vous connaissez très bien c'est pas un aphorisme, mais c'est une allégorie. Les, 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 les cycles forts produisent des hommes forts qui, à leur tour, ouvrent à des périodes de paix. Les périodes de paix ouvrent à des cycles de prospérité, mais aussi de faiblesse, de mollesse, qui ramollissent les hommes et les femmes, et ensuite préparent des épisodes de guerre ultérieurs. La guerre arrive. Elle est déjà là sous forme hybride. Elle va arriver. Beaucoup de personnes vont encore me dire, Juvingue, c'est un complotiste, conspirationniste, covido-sceptique radicalisé. Je rejette tout ça. Je vais simplement prendre le terme de radical. Radical. La racine des choses. Revenons simplement ce soir à la racine des choses. La guerre est une opposition de volonté, une dialectique de volonté. Les Américains ont la volonté de nous soumettre depuis 75 ans pour faire de nous des vassaux dans l'orbite de l'Empire américain. C'est un fait. Et ils ont utilisé tous les moyens pour cela. Vous pouvez consulter tous les ouvrages pour cela. Dans cette dialectique de volonté, nous avons donc des ennemis dont le seul but est de nous nuire pour réduire notre puissance, pour ne pas que cette puissance égale leur puissance, voire soit supérieure à leur puissance. Tout simplement. Donc toute personne demain, aujourd'hui comme demain, dans votre esprit, dorénavant, et dans le mien, qui sera à la manœuvre pour nuire à notre patrimoine culturel et historique, notre patrimoine juridique, notre patrimoine financier, industriel, technologique, linguistique, philosophique. Toutes les personnes qui sont là, non pas pour toujours plus rehausser, capitaliser, sublimer ce patrimoine, mais bien le ternir, le détruire, le rabaisser, bref, nous nuire, nous appauvrir, nous ramollir. Ces personnes sont tantôt des traîtres, tantôt des ennemis. Il s'agit d'ennemis, ce sont des personnes extérieures à la communauté nationale. Et s'ils font partie de cette communauté nationale, ce sont des traîtres, ni plus ni moins. Je pense à tous les camarades. Certains me regardent ce soir. Il y a 1500 personnes sur le fil. Il y a aussi des agents des renseignements territoriaux, de la DGSI, que l'on salue. Que l'on salue parce que vous faites un job difficile. Les généraux en 40 qui ont dit à Pétain « Gloire au maréchal, déposons les armes », ce sont des généraux du même acabit que les généraux otaniens de nos jours. Alors, je parle des otanolâtres. Je ne parle pas des généraux qui font simplement quelques missions dans l'OTAN alimentaire ou juste parce qu'il faut le faire, mais bien ceux qui estiment que l'OTAN est vraiment notre souverain bien, notre horizon d'attente indépassable. Nous devons être otaniens. Ces généraux, otanolâtres, sont du même acabit que les généraux vichistes, qui étaient donc pétainistes, jusqu'en 1945. Voilà, c'est les mêmes. C'est-à-dire que vous préférez la soumission, vous préférez baisser les armes, vous préférez qu'on vous dise qu'une puissance étrangère à notre pacte national, à notre souveraineté, vous dise quoi faire, alors que nous avons toute la latitude pour penser la doctrine, mais ensuite pour opérer et ensuite pour diligenter toutes nos actions souveraines, eh bien, vous vous rangez du côté, en fait, de cette influence, de cette métastructure supranationale qui vous détourne, en fait, de la défense des intérêts de votre pays. Et elle vous a tellement détourné des intérêts de votre pays, des intérêts de la nation, des intérêts supérieurs de l'État, que vous ne vous rendez même plus compte de la profondeur de la trahison des représentants politiques. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'imaginer que Macron, certes, est un fossoyeur, c'est un manipulateur, c'est un prestidigitateur. Il utilise actuellement le CNR pour Conseil national de la refondation en pillant le patrimoine historique de la France. Ça devait être un Conseil national de la résistance, ça le sera toujours. Et il utilise le CNR pour Conseil national de la refondation.
Il a encore aujourd'hui, il s'est rendu sur le Mont Valérien pour rendre hommage à des résistants, mais c'est une personne totalement soumise à un système, soumise aux intérêts américains, pilotée par McKinsey, pilotée par la CIA, pilotée par Bilderberg, Davos, la trilatérale, pilotée encore par Rothschild, qui était son ancien employeur, pilotée par toutes ces puissances supranationales, privées ou publiques. Votre chef des armées, votre chef, ça vous a pas effleuré l'esprit que ce chef était absolument illégitime à vous donner des ordres? Il vous commande toute la journée, il vous donne des ordres qui sont contraires à nos intérêts fondamentaux. Pour une raison très simple, c'est qu'autant par le Conseil de défense sanitaire, qui est en fait une trahison totale de la démocratie française, que par la mainmise profonde de l'État profond américain, notamment par McKinsey, qui a accès, avec d'autres cabinets de conseil, à toutes nos forces, toutes nos administrations, toutes nos technostructures. Il nous contrôle de A jusqu'à Z. Ça, 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 ça vous ennuie pas d'avoir les pièces de vos chars Leclerc qui sont produites en Chine? Ça vous ennuie pas d'avoir la plupart de vos munitions qui sont produites en Israël, en tant que militaire, en tant que stratège, hein, en réfléchissant sur la nécessaire autonomie industrielle qui permet ensuite l'indépendance stratégique? Ça vous embête pas tout ça? Qu'ils aient pillé tout l'outil industriel et que maintenant on soit à pied et poings liés? Je suis volontairement caustique pour essayer de vous sortir un peu de vos certitudes. Ah, je n'ai pas votre carrière. Je suis parti très tôt, à 32 ans, quand j'ai vu tout ça arriver. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire je décide dorénavant de sauver mon pays. Je décide de protéger mon pays. Je décide de faire barrage à tous les traîtres qui diligentent tous les jours des actions qui mettent en péril nos intérêts fondamentaux ou les intérêts supérieurs de l'État. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes encore aujourd'hui comme demain une des clés de la solution. Une des clés. C'est une équation plus longue. C'est une équation avec le peuple français, mais qui aura besoin de sa force publique. Or, si sa force publique est endormie, hypnotisée, euthanasiée ou retournée par subversion, par la stratégie des ventres et pire encore des cœurs, voire des esprits, il ne restera plus que le peuple français. Mais j'ai bon espoir que beaucoup encore d'officiers, qu'ils soient de police comme d'officiers militaires, des différentes forces, comprennent l'ampleur en fait des trahisons de nos représentants politiques. Comme l'avait d'ailleurs pronostiqué De Gaulle, quand il parlait des partis, quand il parlait de, de tous ces hommes qui n'ont jamais été confrontés en fait à l'adversité. Mais maintenant, revenons à vous tous qui nous regardez. Qu'est-ce que vous allez faire sur les prochaines semaines, prochains mois? Faisons la liste des méthodes qu'il nous reste. Certains me diront, je persiste et je signe ce soir à vous dire que des personnes m'appellent encore pour me dire, il faut monter des tribunaux, il faut diligenter des procédures, il faut manifester, il faut monter des pétitions. Je vous le dis encore une fois, l'état de droit est tombé. L'état de droit est mort. Vous vivez dans une illusion d'état de droit, une simple illusion, entretenue par des agents uniquement pour vous maintenir docilement dans votre système local, familial, conjugal, professionnel, ce que vous voulez. Ce n'est qu'une illusion qui entretient des certitudes. Voilà où nous en sommes. Donc, si demain vous vouliez sortir
de cette matrice ultra-capitaliste, modulo État profond, modulo Empire américain, vous devrez faire preuve de courage, uniquement. Le courage de dire, soit, c'est la guerre. Mes ennemis sont des puissances étrangères en collusion avec des oligarchies financières et industrielles, avec aussi en collusion avec certains membres technocrates de l'appareil d'État qui ont décidé de retourner l'appareil d'État contre les intérêts du peuple. Très bien. J'ai compris que la méthode de la manifestation, la méthode de la pétition, la méthode de la procédure ne marche plus, car l'état de droit est tombé, soit. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? L'action légitime. C'est toujours une force contraire à la force d'un assaillant, la force d'un envahisseur, la force d'un ennemi qui pourra s'opposer. C'est une simple confrontation d'énergie. Voyez-le comme ça. Donc, c'est en se réveillant individuellement, puis en se réunissant collectivement que nous pourrons faire face. N'imaginez pas que vous pourrez faire face dans vos petits villages, tout seul, isolé, en mode survivaliste. J'attends que ça tombe. Ça tombera pas. Le système en face est trop fort, trop puissant. Il vous écrasera. Par contre, il faut faire preuve d'initiative, de surprise, et surtout, il va falloir faire preuve en fait d'abnégation. Résister comment? Résister comment? Nous n'avons pas tous les mêmes courages. Nous n'avons pas tous les mêmes témérités. Mais la somme de tous nos petits courages peut créer en fait des réseaux de résistance réels. Je vous parle ce soir de résistance. On parle du 18 juin, on parle de la flamme de la résistance, parlons-en. Personne ne vous en parlera si c'est dans des discours creux et discours en fait pratiquant l'injonction paradoxale, sur toutes les stèles, sur tous les monuments, sur tout ce que vous voulez. Aucune autorité vous dira vous devez résister. Alors que ça devrait être en fait ça devrait être enseigné dans les écoles. Les Français devraient savoir que ce qui définit le Français, c'est sa liberté. Et cette liberté impose l'esprit de résistance. C'est une obligation. Car dès lors que vous ne résistez plus, vous êtes soumis. Donc la résistance, c'est une condition de liberté. Donc maintenant, pour résister, il va falloir que l'on se parle franchement. Je n'ai honnêtement plus de temps à perdre avec les personnes, certes gentilles pour la plupart, qui m'interrogent en permanence sur comment faire une pétition, une manifestation et tout le reste. Cela ne m'intéresse plus. Je n'en suis plus là. L'action reste toujours politique. Il faut qu'elle soit politique. Il faut qu'elle soit toujours juridique, mais elle doit être une stratégie intégrale, une stratégie globale, comme en parlait Lucien Poirier, un éminent général qui faisait partie des 4 cahiers de l'Apocalypse. Donc la dimension politique, oui, la dimension juridique, oui encore, mais il va falloir trouver les méthodes pour peser la force dans le débat public et dans la réalité. Vous n'aurez aucune force derrière votre téléphone. Vous n'aurez aucune force derrière votre écran d'ordinateur ou en partageant quoi que ce soit. Ou alors c'est une force faible. La force forte est celle en fait de la matière. Une fois que vous avez suffisamment prié, ou médité, ou invoqué, ou cherché en vous les plus grands des courages, eh bien, ce courage, cette méditation, cette prière, cette sagesse, ce que vous voulez, ne sert qu'à une seule chose, agir de façon juste et digne. Et agir de façon juste et digne, c'est si en face de vous, une personne, notoirement un ennemi, place un obstacle à votre liberté, à votre bonheur, vous dégagez l'obstacle.
Vous dégagez l'obstacle. C'est la seule chose que vous ayez à faire. C'est ici que va se trouver votre dignité. J'espère être assez clair ce soir. Je vais après cette prise de parole ce soir, je vais tout arrêter pendant 10 à 15 jours. Je serai très peu présent sur les réseaux. Je vais stopper mes activités, je vais méditer, je vais me reposer, je vais réfléchir. Donc, je ne pourrai pas répondre à vos différents messages, mais je vous donne rendez-vous dans 15 jours. La plupart des personnes qui nous regardaient, je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours avec une seule question et une seule trame. Si vous voulez attendre que votre pays se disloque, n'écoutez même pas la suite du message. Débranchez cette caméra, enfin, arrêtez l'émission, faites autre chose. Si par contre vous voulez que ça cesse, vous voulez reprendre le contrôle de votre pays, vous voulez redevenir libre, vous voulez redevenir souverain, vous voulez redevenir prospère, et tout ça, vous le voulez non pas par providentialisme, c'est-à-dire en attendant que Uber ou Amazon vous livre la prospérité, la paix et la dignité sur votre palier, dans un joli carton, que vous êtes prêt à y aller et prêt à mettre les mains dans le cambouis, alors là, on peut discuter. Et là, on peut se réunir. Et là, on va pouvoir se voir à une date fixée cet été, tous ensemble, pour en discuter. Tous. En attendant, dans le fil de cette vidéo sur YouTube, je placerai une adresse mail. Et sur cette adresse mail, vous pourrez y répondre à la seule condition que vous souhaitiez agir. D'une façon ou d'une autre, nous le définirons comment, mais vous souhaitez agir réellement, avec vos ressources humaines, médiatiques, financières, physiques, opératives, ce que vous voulez, mais rien de spéculatif. L'information pour l'information, j'en ai strictement rien à faire. Parce que souvent, il s'agit d'informations ouvertes, informations qu'on glane sur les réseaux. La seule information qui soit de qualité, la seule information qui soit précieuse dans le combat pour la résistance, est l'information fermée, la source fermée, qui vient justement des administrations de différentes choses. Cette seule information qui est importante pour se battre et pour résister. Donc toutes les personnes qui auraient les velléités de se battre, d'une façon ou d'une autre, envoyez-moi un message sur l'adresse que je vais vous communiquer dans ce fil. Et déterminez-moi qui vous êtes, quel âge avez-vous, quelles sont vos primes formations et qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Bien entendu, cette adresse ne se situera pas en France. Voilà. Ce sera une adresse qui aura un cryptage relatif, assez efficace mais relatif, et qui permettra de ne pas être trop ouvert, même si tout peut être cassé, tout peut être décrypté naturellement. Mais nous prendrons quand même quelques précautions. Donc, le 18 juin, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Je pense qu'elle s'est éteinte un paquet d'années. C'est à nous maintenant de la rallumer. Alors, cette flamme de la résistance avait été rallumée dans beaucoup de combats sociaux qu'on a observés depuis des années. Bonnet rouge, gilets jaunes, j'en parle tout le temps, soignants bien sûr. Mais c'était une résistance qui restait encore une colère froide, réelle, digne, dans la sphère légale. Vu que les élections sont totalement contrôlées, les médias sont verrouillés, et pétitions, manifestations et procédures ne servent plus à rien. Rappelez-vous les 1500 procédures de la Cour de justice de la République qui ont été simplement évacuées. Ils ont simplement tiré la chasse. Donc, tous ces mouvements qui étaient dignes, mais qui étaient dans la sphère légale, vont naturellement se déplacer dans une dimension plus légitime. C'est-à-dire où il y a moins de lois, on est dans une zone grise, mais par contre, c'est la légitimité. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est juste.
c'est juste. Même si on va contre certaines lois scélérates, qui sont justement illégitimes, nous aurons à cœur de restaurer ce qui fait loi pour nous, ce qui fait loi légitime pour nous, c'est-à-dire cette constitution qui a été piétinée, qui a été en fait détruite, quitte à en refaire une constituante, un jour, plus tard, quand, quand le combat aura déjà été engagé et que le régime en place commencera à comprendre que sa légitimité est contestée et que la légitimité étant contestée de façon croissante, sa légalité, à son tour, peut être contestée. Quand Charles de Gaulle s'est lancé depuis Londres, en 1940, il était frappé d'illégalité, il était condamné à mort, il était frappé d'illégitimité. Personne ne le connaissait, personne ne connaissait de Gaulle, personne. Progressivement, son combat illégitime est devenu légitime, et à la fin, quand avec la France libre, ils ont gagné, de Gaulle et la France libre ont gagné, eh bien la légitimité est redevenue la loi. Donc nous sommes repassés du juste à la loi. Et c'est le sens de l'histoire. Nous avons perdu cette légitimité, la loi est devenue injuste, nous allons devoir repartir dans la sphère légitime pour nous battre, résister, et faire que du haut de cette légitimité, majoritaire un jour, et elle l'est déjà majoritaire, parce que 53% des Français n'accordent plus aucune légitimité à ce régime, donc plus aucune légalité à ce régime, eh bien cette légitimité refera loi fondamentale, refera constitution. Une fois que nous aurons tout d'abord résisté, nous serons ensuite battus, et à la fin nous aurons gagné. Résister, se battre, puis gagner. Voilà les 3 étapes qui vont nous mener vers une paix rétablie, une liberté et une souveraineté garantie, et une prospérité retrouvée. Ça fait 47 minutes, chers amis, que nous discutons. Je vais essayer d'isoler des questions si vous en avez. À part quelques haters et quelques trolls qui nous ont rejoints, on les salue. Oui, j'ai particulièrement apprécié, vous avez raison, le discours de Pierre de Gaulle, qui a absolument fait honneur à son grand-père, Charles de Gaulle, qui est un discours d'équilibre, un discours d'arbitrage, un discours de bon sens, un discours d'intelligence géopolitique, et que nous devons en fait rechercher. La France devra reprendre son rôle d'arbitre international, non pas que des élégances, mais arbitre du droit, arbitrage qu'elle a perdu. Écoutez, chers amis, vous êtes 2000 à nous suivre. Merci pour ce soir. Je n'aurai pas grand-chose à vous rajouter. 15 jours de break. 15 jours de break pour réfléchir, méditer et préparer l'après. Une dernière chose, toutes les personnes qui ne souhaitent pas agir, ne perdez pas votre temps à aller sur des vidéos, sur des échanges, des forums. Ayez au moins ce respect de ne pas faire perdre du temps à tous les citoyens français qui voudront se battre. Voilà. Ayez au moins cette dignité. Je le vois dans la plupart des interventions aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont là et
et le sont pour des mauvaises raisons. Voilà, chers amis, merci à tous. Je vous souhaite encore un bon 18 juin, un bon jour de l'esprit de résistance, de la flamme de la résistance. Interrogez-vous sur les 15 prochains jours. De quoi suis-je capable? Qui suis-je? Qui suis-je et de quoi suis-je capable? Tout simplement. Vous allez bientôt, dans les semaines à venir, voir les événements se déchaîner, et peut-être que ces paroles résonneront, et peut-être que vous allez évoluer dans votre introspection, puis dans votre prise de décision. En tout cas, je serai, tant que Dieu me prêtera vie et liberté, je serai là pour vous aider, vous épauler, et, et essayer, dans la mesure de mes moyens, d'aider à ce que les Français retrouvent leur dignité dans la liberté et dans la souveraineté. Chers amis, merci à tous, une excellente soirée. Je ne vous donne aucune consigne de vote. Nous sommes bien au-delà de tout ça désormais. Je vous dis simplement courage, courage pour cette introspection. Vous allez devoir vous regarder dans une glace, et courage ensuite pour les décisions que vous prendrez. En tout cas, je ne, je ne me détournerai d'aucune volonté. D'aucune volonté. Bon week-end à tous et à très bientôt. Au revoir, chers amis.